Aujourd'hui, je voudrais vous parler moi, d'un geste très banal que nous, architectes, faisons au démarrage d'un projet, d'un concours d'hôpital, par exemple. On ne commence pas toujours par dessiner. Voilà. On ouvre un tableau. Alors, je sais que ça va un peu vous revenir un peu sur le quotidien vous-même. C'est ce que vous faites également. Vous ouvrez Excel. Et nous aussi, on ouvre Excel. Et on fabrique une matrice. De plus en plus, on la reçoit et elle est bien faite. Donc, cette matrice, tout simplement, elle commence avec des lignes. Chaque ligne est un local. Au départ, il n'y a pas grand-chose. Quand on commence le projet, on ne met pas grand-chose. On met un nom, on met un code, on met une surface. Mais déjà, dans cette ligne, il y a une pièce, et c'est là que commence le sujet. Alors, le premier jour, ça se passe comme ça, on fait un zoom arrière. Et on prend un peu de recul. Ça, c'est les premières demi-heures après avoir visité le site, par exemple. Et nous, on se rend compte, architecte, que ce qu'on maîtrise de notre point de vue est assez restreint. C'est tout ce qui est à gauche du tableau, mais vraiment les quelques premières colonnes tout à gauche. Le reste, il appartient à d'autres spécialistes, à la structure, au fluide, à l'acoustique, à l'économie, aux logisticiens aussi. Et donc là, le projet est déjà partagé, mais il est aussi déjà fragmenté. Aujourd'hui, sur un grand hôpital, on est, par exemple à Bruxelles, on a 5000 locaux, on a 250 colonnes. Donc faites le calcul, ça fait plus d'un million de données, elles ne sont pas toutes remplies, toutes les cases ne sont pas remplies évidemment, mais on est là donc avec, encore une fois, des paramètres que vous connaissez bien tous, hein, la hauteur sous plafond, le débit d'air, vous pouvez en parler, les équipements, et ainsi de suite. Donc avant même que le plan commence, nous, le projet, on le voit, il est déjà écrit dans cette matrice. Et cette data, elle est pas toute seule, en fait, elle est inscrite dans une chaîne générale, les fichiers espace, les matrices, donc, le modèle BIM, les plans, la simulation, la certification, puis enfin l'exploitation. On voit qu'on manque pas d'informations, on manque peut-être d'un lieu où on peut comprendre ce que toutes ces informations produisent. Et le plan n'a pas disparu, il est au milieu de la chaîne. Il arrive après et autrement qu'avant. En fait, il devient plutôt une sortie visible de la donnée. Donc le plan, il a toujours été ce moment de la synthèse d'un projet. Il contenait la forme, il contient la distribution, les distances, les hiérarchies, les règles, l'usage. Il disait pas tout, mais il permettait de mettre tout ensemble. Cette histoire ne commence pas avec le numérique. Regardez ce plan, c'est la vie d'idéal de Philaret. On est au XVe siècle. Et à première vue, c'est une figure symbolique, parce que déjà, avant d'être une fonction, le plan de l'architecte était d'abord un ordre cosmologique, symbolique. Puis si on zoome un peu plus vers cette centralité, puisque là on était dans les faubourgs de la ville, et là on arrive au centre, vous voyez cette place au double carré, elle est entourée de bâtiments publics. Et sur la gauche, on a cette figure en carré avec une croix grecque, c'est presque un hôpital. Et là, le même architecte, au même moment, dessinait l'hôpital de Milan. Et là aussi, on pourrait parler d'une composition, d'une grille, d'une belle grille, d'une belle figure, idéale même. Oui, regardez un peu l'image, un peu plus attentivement, et vous verrez une série de rectangles. Et ces rectangles, ce sont des lits. Pour 2 lits, vous avez une fenêtre. 2 lits, une fenêtre. Et 2 lits, une fenêtre encore une fois. Donc ça, c'est la trame. Cette trame, elle règle déjà 2 choses, la lumière et l'air pour chaque patient. La partie gauche de Philaret, la partie droite est plutôt gothique. Donc c'est les hommes et les femmes. Donc la trame, elle n'est pas seulement un dessin, elle organise donc la manière de soigner. Donc je l'ai dit, 2 lits, une fenêtre. Et ce rythme répété, c'est presque une ligne dans le tableau qu'on a vu. Au XVe siècle, on le dessine. Aujourd'hui, on l'a écrit dans Excel. L'outil a changé, mais la logique reste la même. La donnée est déjà là, mais là, elle obéit à la forme. C'est le plan qui commande. 3 siècles plus tard, Tenon déplace le problème. 1788 commence pas par une image. Il commence par des mesures, il chiffre, il compare, il renverse la question. Ce n'est plus seulement la donnée qui sert la forme, c'est la forme qui devient la sortie de la mesure. Donc l'hôtel-Dieu vient de brûler, Paris doit repenser l'hôpital. Et Tenon est chargé, en tant que chirurgien, de prévoir le futur. Il commence à compter, et à l'hôtel-Dieu, il a vu déjà, il a observé avant, des situations tout à fait extrêmes. Une mortalité très forte, un air insuffisant, une concentration des corps, des odeurs, des chaleurs, du risque. Donc avant d'être une architecture, on se rend compte que l'hôpital devient un problème de mesure. Et Tenon pose des questions très concrètes. Combien d'air par malade? Quelle distance entre les bâtiments? Comment séparer les flux? Comment évacuer le linge fouillé? Comment vérifier les galeries? Comment éviter que l'hôpital ne devienne lui-même une machine à anges malades? En fin de son livre, un fameux plan qu'il conçoit avec l'architecte Boyer,
Ce plan, c'est pour la Roquette, l'hôpital de la Roquette, et il est accompagné d'une légende de 143 entrées. Chaque numéro de cette légende est une instruction, comme une donnée. Et je vais en prendre quelques-unes pour vous les montrer. Alors, voici le plan, donc vous voyez une immense cour, à gauche l'hospitalisation, en bas l'entrée, en haut la faculté et la morgue, à droite la logistique. D'abord une entrée au hasard, la 111, c'est cette rue périphérique qui fait le tour du secteur de soins. C'est une rue qui fait 20 mètres de large. Elle évacue d'abord le linge souillé, elle évacue évidemment les corps, les déchets, elle sert aussi de secours pour les incendies par exemple. Et donc on voit bien que c'est déjà une première décision de mettre l'hôpital à distance de la ville et de aussi prévoir tout ce que l'hôpital doit expulser. Deuxième légende, le B, c'est cette grande galerie au centre du bâtiment Peigne. C'est un couloir qui n'est plus un couloir, qui fait 10 mètres de large et qui organise véritablement l'ensemble du plan. Voilà, les escaliers, les flux, les accès à chaque aile. Il y a même de l'air qui sort en fait de l'épaisseur des planchers. Au centre, ce qui est indiqué C, c'est une grille en fait qui sépare les hommes qui sont à gauche et les femmes qui sont à droite. Et cette grille en fait elle permet aussi à l'office religieux qui est célébré au milieu du plan d'être entouré de chacun. Alors, vous le voyez ici, il y a un secteur qui est un peu dessiné différemment. En fait, c'est le pôle mère-enfant. Donc, on va zoomer dedans. Il y a une des légendes qui est d'être haut et qui lance des femmes enceintes. Alors, voilà, elle est ici, c'est bien l'entrée en fait. Et il a décidé, tenons, de ne pas la mettre en façade de l'hôpital, mais vraiment de la mettre au milieu de la galerie de manière anonyme. Pourquoi? Parce qu'il le dit lui-même. Hein. Parce qu'une porte qui serait trop visible pourrait empêcher certaines femmes d'entrer, par honte. Et donc, la honte, pour lui, devient une donnée du projet. Mais la réponse n'est pas du tout morale, elle est tout à fait spatiale. Il décide de déplacer la porte, et en fait, c'est ça qui fait l'architecture de l'hôpital. En fait, on prend une donnée humaine, quelque chose qui peut être fragile, inconfortable, invisible parfois, comme on a vu avec les particules, et puis on la transforme en espace. Quatrième élément, le vide entre les bâtiments, qui est bien connu. Donc ce vide, c'est pas décoratif, il est mesuré, 26 mètres. C'est une distance qui est calculée utile, et là, je rejoins ce que dit Lemuel. Mais il empêche l'air vicié d'une salle de contaminer la suivante. Donc c'est bien le vide qui soigne ici. Vous pouvez aussi remarquer dans ce plan plein d'informations que vous pourrez commenter, mais on n'aura pas le temps. Les salons de demi-cercle, par exemple, figurent les salles d'opération, et donc on distingue bien les ailes de chirurgie et celles de médecine. Et voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce plan, mais je vais m'arrêter là. Enfin, sur la partie en arrière-plan, le plan, il organise, on a vu les corps pour la médecine, mais il y a aussi tout ce qui entoure le corps, les déchets, les parcours, les morts, les parasites. Donc il faut faire une machine complète. Par exemple, à l'entrée 42, Tenon explique qu'il y a une forge qui servira pour brûler les punaises qui sont sur les lits de fer. Il faudra le faire une fois par an, 2 fois par an même. Enfin, il y a tout ce qu'on ne voit pas, l'eau, le feu, le froid, les réserves, la glacière, les ventilations, le buanderie. Il y a même un effet de chasse d'eau qui est créé. Tenon ne dessine pas que des salles, il dessine tout un système. 143 entrées, un plan, une légende. Et donc, il donne une forme à la donnée, une donnée qui est lisible parce qu'elle est dans un plan. Donc, voilà, ce projet, vous le connaissez, il n'a jamais été construit en fait. Hein. Mais il a existé comme une méthode, et il a produit des hôpitaux pendant un siècle. Parce que ce que Tenon écrivait dans sa légende, nous mettons en place dans les matrices aujourd'hui, dans les bases de données, l'outil a changé, mais la logique, bien qu'elle demeure. Alors, quelques plans à la même échelle. La Riboisière, les monoblocs des années 60, l'hôpital contemporain avec ses trams, ses patios, ses grands plateaux, ses plateaux techniques. Et en fait, 5 siècles, qu'on vient de voir passer, les formes changent, mais le geste reste proche, répété, mesuré, ordonné et donné un ordre lisible, un espace lisible en tout cas, à des situations complexes. Donc aujourd'hui, nous produisons de plus en plus de données, mais comment ces données deviennent-elles un espace? C'est cela le problème. Regardez ce schéma, donc ça vient d'une étude européenne actuelle, qui explique parfaitement comment la donnée circule. Donc on voit des capteurs, on voit le BIM, la maintenance, la finance, l'environnement, l'exploitation, tout est relié, tout est bien harmonisé. Mais cherchez le mot plan, le mot espace, le mot lieu, ils n'y sont pas. Donc je reviens maintenant au présent, très récemment, avec prudence, parce qu'en ce moment c'est très instable, vous savez tous, il se passe tellement de choses. Donc le printemps 2026, on écrit une phrase, et le modèle agit directement maintenant dans les logiciels de production architecturale. Il crée des géométries, il modifie le modèle. Avant une phrase décrivait le projet, maintenant une phrase commence à le produire.
Donc, j'ai fait quelques tests. Donc, je prends une première chose très pauvre, en fait, rien que très intelligent. Une surface, un nombre de niveaux, des hauteurs, des trames, des patios. Je vais faire une phrase, une instruction. Voilà, je fais une simulation d'un hôpital de 80 mètres carrés, mettre plus ou moins de niveaux, pouvoir régler les trames. Bon, ce que vous venez de voir à l'instant, le code se crée, et donc il faut 2-3 minutes, et vous obtenez ce modèle-là. Donc ce résultat est très très pauvre, évidemment, et c'est normal parce que la demande était très pauvre. Et il y a même quelque chose qui se passe. Des mots produisent une géométrie. Une phrase fait apparaître un volume, c'est pas encore l'architecture, hein, mais c'est un langage qui commence à agir sur l'espace. Alors j'ai fait une deuxième commande quand même. Alors j'ai osé, je me suis dit, je parle plus d'une seule phrase, mais je vais mettre un PDF, un PTD d'un hôpital, alors anonyme, hein, rassurez-vous. J'ai mis aussi le fichier Excel, et même les coordonnées CFD des géomètres. Donc pareil, il a fallu 2-3 minutes, je crois. Donc j'ai encore demandé encore une capacité de le piloter, il y a des curseurs. On change la trame, on peut faire changer le nombre de niveaux. Le bâtiment évolue, il a une cible lui-même, vous voyez sur droite, je vérifie la cible par rapport au PTD. Je lui ai demandé aussi de respecter les lois françaises, donc vous voyez que sur la partie droite de l'écran, en fait, il y a les codes de la construction, le CO 49 sur la distance des escaliers. C'est pas moi qui lui ai demandé de le faire, c'est lui qui l'a fait parce que je lui ai demandé de respecter les lois françaises. Vendredi dernier, le 12 juin, je lui demande, au lieu de devoir agir en forme de modèle, je lui dis, travaille en boucle, finalement. Ne fais pas que reproduire une forme. Corrige-la, teste-la, recompose-la, et recommence tant que le résultat n'est pas satisfaisant. Donc c'est très archaïque, mais en même temps, ça montre cette mécanique. Donc il s'est mis en boucle. Moi, je n'ai pas du tout agi sur l'animation. Il s'est mis à délivrer, quoi, on va dire ça. Puis il arrive à monter sur ce modèle-là. C'était vendredi. Hein. Bon, malheureusement, il y a eu une coupure. Mais ce qui m'importe, moi, aujourd'hui, c'est de vous montrer comment elle déplace notre travail. Donc l'AGI, c'est pas une simple aide, hein, c'est une partie du travail qui va se déplacer, à mon avis. Il y a une limite. Et la machine peut optimiser les distances, mais ne sait pas pourquoi cette distance, elle compte. On peut placer des champs, mais ne sait pas pourquoi des champs sont là pour protéger. Je peux produire une variante, mais ne sait pas si cette variante fait un hôpital. Le risque n'est donc pas que la machine fasse des plans, elle en fera. Le risque qu'elle les fasse est dans un monde mal décrit. L'outil ne sait pas ce qui manque. Et c'est là que l'architecte ne disparaît pas, il change de place. Il ne dessine plus seulement, il dessine que l'information doit contenir quelque chose, ce qu'elle doit laisser de côté. Le plan change avec lui. Il ne sert plus seulement à dessiner le projet, il sert à faire apparaître les choix cachés dans la donnée. Une grande partie du métier se déplace là, par la décision de ce qui compte. Si une partie du travail s'automatise, le métier ne disparaît pas, il se déplace, comme j'ai dit. Alors moi, je vois 5 déplacements. J'essaie de les formuler. Premier déplacement, donc formulé d'ailleurs. La valeur ne sera plus seulement dans la maîtrise du logiciel, elle sera dans la qualité de la demande. Décrire une chambre, c'est que tout savent le faire. Et formuler ce qu'est un bon poste de soin, c'est autre chose. Voir les chambres, garder la lumière, avoir une vue, limiter les distances, permettre les transmissions, protéger les patients, ne pas exposer inutilement les soignants. Une bonne demande contient déjà un jugement. Deuxième déplacement, à mon avis, juger. La machine produira plein de variantes, conformes, efficaces, même parfois séduisantes. Mais choisir n'est pas seulement comparer des surfaces, c'est reconnaître ce qui fonctionne comme un lieu, c'est voir ce qu'une matrice ne voit pas, une orientation, une fatigue, un inconfort, un parcours confus. Juger un projet demande encore cette compétence-là, celle qui servait autrefois à concevoir. Dialoguer. La conception devient une conversation. On demande, on regarde, on corrige, on relance, on peut dire non, non, pas ça, élargit la rue, remet la rue, les chambres au sud, rapproche les soins critiques, écarte les flux logistiques, réduit la profondeur, ajoute de la lumière. Mais pour dialoguer avec l'outil, il faut savoir quoi corriger. Celui qui sait corriger garde la main, celui qui ne sait pas formuler devient spectateur. Enfin, reprendre. Le projet n'est plus seulement une suite de livrables pour moi, il va devenir quelque chose qu'on va reprendre comme un dialogue. On change la trame, le nombre de niveaux, par exemple en prise, et le dialogue se poursuit. Et enfin, cinquième déplacement, transmettre, tenons à transformer son enquête en 143 entrées. Aujourd'hui, nous faisons la même chose avec nos matrices, nos modèles, nos retours d'expérience. La mémoire d'un atelier d'architecture devient une base de connaissances, et la vraie question n'est pas seulement comment stocker, la vraie question est qu'est-ce qu'on doit transmettre, qu'est-ce qu'on décide d'apprendre à la machine,
Et enfin, il reste un dernier point, la boucle. Nous avons déjà beaucoup de données, le problème n'est pas d'en faire plus. Si les informations ne remontent pas dans la matrice suivante, la chaîne numérique apprend sans apprendre. Les données existent, elles servent à exploiter le bâtiment, et elles reviennent trop rarement vers les projets suivants pour la conception. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a été contourné? Comment le bâtiment a-t-il résisté? Ces questions doivent revenir dans la donnée. Et je termine. Un hôpital peut être conforme, efficace, optimisé, et pourtant difficile à comprendre, dur à vivre. La conformité ne suffit plus à faire un lieu. C'est pour cela que le plan reste nécessaire et remet ensemble ce que les tableaux séparent. La question est donc simple. Qui décide de ce qui mérite d'être mesuré? Avec le nom au XVIIIe siècle, la réponse était claire. Lui comparait, mesurait, dessinait, signait. Aujourd'hui, c'est moins clair. La matrice est devenue un empilement, une sédimentation de règles, de normes. Personne ne l'a vraiment pensé comme un tout et personne n'en répond réellement. Demain, cette réponse sera peut-être donnée par un modèle, entraîné sur la moyenne des projets passés, avec leur qualité, mais aussi avec leurs absences. Une partie de la mesure et de la production et de la conformité sera automatisée. Et la décision de ce qui compte ne sera pas entièrement. Et c'est là que le métier de concepteur se tient désormais. Non pas contre la donnée, mais au cœur de la donnée, pour lui donner une forme visible, lisible, habitable, discutable. Merci.